Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce nouveau débat consacré aux élections législatives sur France 3 Aquitaine, avec ce soir un gros plan sur la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. 30 minutes pour évoquer quelques thèmes de campagne, des problématiques qui interpellent les électeurs du Pays Basque comme le logement, l'accueil des migrants ou encore la langue basque. Dans notre studio ce soir, le député sortant Vincent Bru, qui se présente pour un second mandat sous la couleur de la majorité présidentielle, Ensemble. Philippe Jouvet, l'actuel député suppléant de la 5e circonscription élu sous la bannière de La République En Marche, mais aujourd'hui exclu du parti et qui se présente avec une candidature dissidente. Il se présente donc sans étiquette. Tom Dubois-Robin, encarté la France Insoumise, est désigné pour représenter la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pio Dufaux pour Ehatchebaye et enfin Fabrice Sébastien Bach, candidat Les Républicains. Et je vous propose tout de suite de découvrir, et puis évidemment nous notons aussi cette autre candidature sur cette circonscription, elle s'affiche en ce moment sur votre écran. Et je vous propose tout de suite de découvrir le découpage et les enjeux de cette 6e circonscription avec René Garat. La 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques s'étend de Biarritz à Hendaye en passant par Cambo-les-Bains et Ustaritz. Avec 133 000 habitants, sa population est en hausse constante. Les communes du littoral bénéficient d'une très forte attractivité. La question du logement est un problème aigu pour de nombreux actifs. Située en zone tendue, elle doit faire face à la spéculation foncière et immobilière. En matière de transport, 86% des déplacements de domicile-travail sont réalisés en voiture. L'activité touristique est importante et en agriculture, il existe une niche prospère autour du piment d'Espelette. En 2017, Vincent Bru, ancien maire de Cambo-les-Bains, apparenté Modem et soutenu par La République En Marche, est élu député avec 62,51% des voix. Face à Maïdera Ostegui, la candidate Les Républicains. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur ces candidatures dissidentes. Vincent Bru, vous êtes donc le député sortant et vous aurez face à vous Mathis Ténesson et Philippe Jouvet, deux militants de La République En Marche qui ont préféré faire le choix de partir sans étiquette et d'être exclus du parti au lieu de soutenir votre candidature. La cohésion de la majorité présidentielle, c'est compliqué au Pays Basque ? Pas du tout, c'est pas du tout compliqué. D'abord, c'est un droit pour tout le monde de se présenter. Mais par contre, il y a un seul candidat de la majorité. J'ai été investi par le président de la République après une étude attentive de tous les cas. Et également, j'ai obtenu un communiqué de presse de la plupart des décideurs de la majorité, de Richard Ferrand en tête, bien évidemment. Et par conséquent, cette majorité, elle est unie autour du seul candidat de la majorité présidentielle qui s'appelle Ensemble. Vous, comment vous vivez un petit peu cette situation ? Je la vis très très bien, on verra bien, ce sont les électeurs qui décideront. Vous savez, je crois que c'est un jeu démocratique qui est important, c'est aux électeurs de faire le choix de futurs députés et de tenir compte de ceux qui n'ont pas respecté peut-être le choix présidentiel et qui ont déjà commencé un peu à fronder par rapport au président de la République. Alors, Philippe Jouvet, justement, vous êtes donc l'actuel suppléant de Florence Lasserre, qui est députée de la majorité présidentielle de la 5e circonscription. Comment vit-elle votre candidature contre son allié politique, finalement ? Je pense que j'ai averti Florence de ma démarche bien en amont, même avant l'investiture, en lui disant les raisons pour lesquelles je souhaitais me porter candidat. Je souhaite apporter une énergie différente, des valeurs, des convictions très fortes, et c'est pour ça que j'ai choisi, même sans investiture, de me présenter. Évidemment, il y a des appareils politiques qui décident du candidat, ça je respecte cette décision-là. Moi, je porte vraiment l'esprit d'En Marche auquel j'ai adhéré au tout début, en 2016. Ces valeurs-là, je les porte dans cette candidature et je n'ai pas peur du mot dissidence, je n'ai pas peur de la liberté d'action et de parole que m'amène à être... Que la dissidence me permet de porter aussi. Alors, mais il y a un communiqué de la majorité présidentielle qui vous accuse clairement de vouloir semer le doute auprès des électeurs. Est-ce que vous assumez cette responsabilité ? Non, je pense qu'il n'y a pas de doute par rapport à ma démarche. Mon slogan, c'est les valeurs en action, et je pense que les électeurs se rendront compte
cette démarche-là, avec aussi des soutiens politiques qui m'ont rejoint, mon suppléant qui est maire d'Aetz, Philippe Elissalde, qui est sans étiquette, mais qui porte aussi ses valeurs. Donc je ne crois pas qu'on aura de sujet sur la légitimité du candidat Philippe Jouvet. Alors, on va commencer par un des thèmes majeurs de cette campagne, le problème du logement, source de grosses tensions au Pays Basque, des prix qui explosent et des habitants qui n'arrivent plus à se loger. Théo Dufaux, vous proposez des solutions assez radicales, avec notamment l'instauration de frais de notaire majorés ou encore l'interdiction de vente de biens aux non-résidents. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer qui serait résident et qui ne le serait pas ? Tout simplement, celui qui serait résident, c'est la personne qui habite effectivement ou qui travaille effectivement au Pays Basque depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire ? Entre 3 et 5 années certainement. La loi est à écrire encore, mais c'est la seule façon, non pas d'empêcher les gens de vendre à quelqu'un de l'extérieur, mais plutôt de privilégier l'achat des gens qui habitent vraiment le Pays Basque et d'enrayer le phénomène des résidences secondaires qui est aujourd'hui un fléau puisqu'on continue de construire toujours plus au Pays Basque et on a toujours moins de logements pour les habitants locaux. On a 21% au niveau de l'agglo de résidences secondaires et sur la côte, on monte à des pics entre 40 et 50%. Donc c'est un état des lieux relativement catastrophique qui fait qu'aujourd'hui, je pense, tout le monde partage la même idée qu'il faut faire quelque chose pour le logement. Certains sont pour construire toujours plus. Nous, on est pour changer les règles du jeu. Mais vous partez donc du principe que le Pays Basque peut se passer du tourisme en partie ? Non, parce que les résidences secondaires et le tourisme sont deux choses différentes. Ils font vivre l'économie aussi, les restaurateurs. Oui, mais si ces logements, ces résidences secondaires étaient habités à l'année, les restaurateurs ne travailleraient pas 2 mois dans l'année et quelques week-ends au printemps. C'est une erreur relativement grossière qui a été amenée pendant des années de tout tourisme et qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'entre les restaurateurs qui veulent travailler plus l'été, alors qu'ils n'arrivent même pas à loger leurs salariés saisonniers, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vient nous voir, moi je suis élu à Cibourg adjoint, et on vient nous voir pour nous demander de loger les salariés qui viennent donner la pousse pour la saison. Même ça, on n'y arrive pas. Monsieur Bach, alors vous, en ce qui vous concerne, vous souhaitez modifier le PLU et pour loger justement notamment ces saisonniers, permettre à des propriétaires de construire une pièce supplémentaire ou construire un appartement dans leur jardin. Ça veut dire que vous, ce statut de résident, il vous choque un petit peu ? Non, pas du tout. Ce qui me choque, c'est d'imposer un statut de résident. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. En effet, celle de pouvoir proposer une chambre supplémentaire, donc en facilitant les règles d'urbanisme. Ça permettrait notamment à des aînés ou à des jeunes parents de pouvoir construire une petite pièce, une petite chambre supplémentaire et d'éviter de devoir... Ça ne résout pas le problème de base du logement pour les... Ça, c'est juste une des solutions. Il y a plusieurs solutions. Là, notamment pour les résidents, pour les saisonniers et les étudiants, c'est de construire des zones qui seraient réservées à ça, avec en effet, en facilitant une fois de plus les règles d'urbanisme, avec des styles de tiny house qu'on appelle, qui sont des petits studios qui sont d'extrême qualité, mais par contre à des tarifs nettement moins élevés, puisque ça coûte entre 20 et 40 000 euros. Et c'est très facile à installer, seulement aujourd'hui c'est compliqué parce que les règles d'urbanisme ne le permettent pas. Après, il y a une autre chose qui est différente aussi, aujourd'hui on a des institutions qui sont en mesure de proposer la construction de résidences étudiantes, notamment sur Bidart et entre Bidart et Biarritz. Et là également, on dit que c'est toujours compliqué. Il y a le président de la CCI qui a déjà fait des démarches en ce sens et on lui dit que c'est toujours compliqué. Alors que là, si on permettait c'est juste du bon sens. On donne du bon sens et il faut un peu de bonne volonté et on peut y arriver. C'est pas une problématique. Aujourd'hui, d'ouvrir toute l'année et en effet d'éviter de fermer des volets, notamment pour les résidences secondaires, ça aussi c'est une aberration. Là, on est totalement opposé sur la question. Mais aujourd'hui, si vous privilégiez de louer à l'année au lieu de montrer du doigt les propriétaires, mais on va inciter fiscalement. On va parler de cette mesure de compensation. Tom Dubois, le problème du logement, c'est un cheval de bataille de la France insoumise. Vous rejoignez les propositions des Hatchebaï sur la question ou vos propositions à vous sont un peu différentes ? En grande partie, on se rejoint. Sur le statut de résident, non, pas forcément, parce que je ne pense pas que ça réglerait le problème. Parce qu'une personne qui a de l'argent, si elle veut, elle loue pendant 5 ans. Enfin, je ne sais pas combien d'années... cette mesure pourrait être mise en place, mais là, une personne pourrait louer pendant 5 ans et puis derrière acheter. Si quelqu'un qui achète ici, il y a de l'argent. Donc nous, la crise du logement, vous savez, déjà, il faut encadrer le prix des loyers et lutter contre la spéculation immobilière. Il faut sortir de la logique du marché que l'on connaît actuellement. Mais
On parle beaucoup de ce qui se passe sur notre territoire, c'est vrai, on est sous tension, mais des zones sous tension, il y en a partout en France. En France, il y a plus de 12 millions de mal logés, il y a beaucoup de gens à la rue. Le gouvernement et la majorité En Marche comptaient loger tous les sans-abri dès la première année du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas été fait. Voilà, il faut qu'on tende vers le zéro sans-abri. Mais quels moyens, quelles mesures choquent, je dirais? Les mesures choquent déjà la lutte contre la spéculation, l'encadrement des prix du loyer, la réquisition, pouvoir aller jusqu'à la réquisition des logements vacants, notamment. Alors Vincent Bru, le système de compensation des meublés touristiques a été voté par l'agglomération Pays Basque il n'y a pas longtemps. Il a déjà été attaqué en justice. Est-ce que les élus, à votre avis, finalement sont allés un peu trop vite ou ont manqué de discernement sur la question ? Écoutez, je crois qu'ils ont eu le courage déjà de proposer une réponse à cette grosse crise du logement que nous connaissons tous, et nous sommes tous d'accord sur le constat. Mais ce n'est pas suffisant. Mais pas d'accord sur les moyens, en revanche. Mais pas d'accord sur les moyens. Et ce n'est pas une mesure, si vous voulez, qui va résoudre le problème. Nous sommes pour plus de construction en respectant les terres agricoles, bien évidemment. Et pour construire plus, d'abord, il faut plus de logements sociaux. Il y a un logement attribué sur 6 demandes au Pays Basque. C'est énorme. Il faut donc densifier dans les villes ce qui existe, et il faut réhabiliter les friches qui existent également dans nos centres urbains ou dans nos villages. Pourquoi on a attendu pour le faire alors jusqu'ici ? On est en train de le faire. Il y a des organismes pour cela. Les élus sont tout à fait conscients de ce problème et vont dans ce sens. Le deuxième problème, effectivement, c'est de limiter les résidences secondaires et les résidences touristiques. C'est dont parlait M. Dufaux tout à l'heure. Exactement. Le principe de compensation est un des éléments, mais il y a également ce qui a été fait, l'enregistrement obligatoire, non seulement pour les particuliers, mais pour les sociétés. Et puis enfin, il faut limiter les hausses de prix. Et pour cela, il faut développer le bail réel solidaire. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne marche pas très bien. Ça marche pas mal. Il y a des exemples dans nos communes, justement, mais ce n'est pas assez connu et pas assez développé. Et puis il y a l'encadrement des loyers, pour lequel je me suis battu auprès d'Emmanuel Vargon. L'encadrement des loyers en zone tendue, c'est quelque chose d'intéressant. Mais il y a aussi le levier fiscal sur lequel peut-être on reviendra. Philippe Jouvet, est-ce que vous êtes résident sur oui. Selon les termes de M. Dufaux, est-ce que vous pensez que c'est la solution de ne donner la possibilité qu'aux gens qui ont habité au Pays Basque pendant 3 ou 5 ans d'acheter ? Non, moi je suis contre le statut de résident. Je voudrais juste revenir sur la question du logement et la traiter localement, parce que je comprends ce qu'a dit Tom Dubois sur le fait que c'est un sujet national, mais au niveau local, il y a une problématique particulièrement aiguë. Et moi, je propose simplement de changer de méthode aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On parlait de la compensation et de la décision de la CPB. Ça a été une décision d'urgence, on le comprend. Mais je pense qu'il faut prendre le temps, et même si on est en urgence, prendre le temps de construire ce que j'appelle des assises du logement, où toutes les thématiques du logement sont abordées avec l'ensemble des acteurs politiques. Donc pas assez de concertation selon vous ? Je pense que la mesure sur la compensation, elle a été mal comprise aussi parce qu'il n'y avait pas suffisamment de concertation avec la population. D'une part, alors plusieurs choses. Avec EHEBAI, ça fait des décennies qu'on parle de ce problème-là. Oui. Tout le monde nous a traités de radicaux, sauf que les mesures qu'on a travaillées et qui sont appliquées aujourd'hui, la surtaxe sur les résidents secondaires, toutes les mairies de zone tendue l'appliquent à son taux maximum. Le statut de résident, encore jusqu'ici en France, ça n'existe pas. Non, jusqu'à présent, ça n'existe pas. Et comme on a été précurseur sur d'autres domaines, je rejoins M. Jouvet là-dessus, c'est que clairement, aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions qui ne se font pas ailleurs. Parce que même si en France, il y a un problème global sur le logement, au Pays Basque, il est bien plus accentué qu'ailleurs. Parce qu'en Drôme ou en Ardèche, on n'a pas 50% en pic de résidents secondaires. Des zones sous haute tension, il y en a partout en France. Oui, il y a des zones de tension partout en France, sauf que ici, moi, j'entends beaucoup de propositions. Mais sur ces dernières années, les seuls à avoir agi, c'est Euskal Herria Bai, les Abertzale, avec Alda, avec l'Ours India pour protéger, parce que construire toujours plus, ça fait 40 ans qu'on construit toujours plus au Pays Basque, on n'arrête pas de bétonner. Même vous, monsieur Dufaux, vous êtes opposé à la construction individuelle. Vous dites maintenant qu'il faut arrêter la construction individuelle. Je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter la construction individuelle, mais en effet, il faut aller vers une autre urbanisation et qu'il faut travailler en dents creuses et redensifier les centres-villes, parce qu'il faut arrêter de consommer du foncier agricole. Mais moi, j'entends M. Bach, mais où est-ce qu'on va mettre les tiny house
On va consommer du foncier. Non. Il y a des terrains disponibles sur l'agglo. Oui, bien sûr qu'il y a des terrains disponibles, mais on n'en a pas pour le commerce et les activités économiques. On n'en a pas pour l'agriculture. Et vous en sortez du chapeau. Aujourd'hui, ce qu'on dit, nous, c'est que essayer d'enrayer le phénomène des résidences secondaires fait que des logements reviendront de fait pour l'occupation à l'année. Monsieur Bach, une dernière réponse et on va passer au thème suivant. On a beaucoup de choses à se dire. Tout à fait, non, absolument pas. De traiter aujourd'hui des propriétaires et de montrer du doigt les propriétaires de location saisonnière et de cliver encore les citoyens, c'est pas la solution. Ce qu'il faut, c'est au lieu de punir, il faut inciter les propriétaires à louer à l'année plutôt qu'en saisonnier par des mesures fiscales. Vous êtes à la place d'un propriétaire. Si vous louez en meublé, vous avez un taux de 30% d'abattement. Si vous louez à l'année, vous avez un taux d'abattement. Donc il faut inverser les choses, ou alors il faut changer la fiscalité. Ou alors la privilégier. C'est ça qu'il faut faire. Ça ne change rien à la problématique qui est la suivante. Aujourd'hui, parce que vous libérerez la location. Il y a une priorité. Il y a une priorité aujourd'hui, c'est que les gens ont droit à avoir un logement avant que certains autres aient droit d'en avoir plusieurs, et notamment 2. Donc clairement, nous, notre axe de bataille, c'est celui-là, que les gens aient un logement pour travailler et vivre au Pays Basque. Très bien. Alors, nous allons à présent évoquer un sujet qui fait régulièrement la une de l'actualité. C'est celui des migrants qui tentent de traverser la frontière pour se rendre en Angleterre. Certains sont morts noyés dans la Bidassoa ou ont été écrasés par un train. C'est tragique. Alors, Tom Dubois, vous êtes un ancien fonctionnaire de la PAF et vous militez pour la sécurisation du parcours migratoire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est une question d'humanité. Des personnes quittent des pays pas par choix. On ne quitte pas son pays par choix comme ils le font. Ces personnes arrivent ici et ils se heurtent à un mur complètement inhumain mis en place par la majorité présidentielle, notamment les contrôles aux frontières en permanence qui, de fait, créent ces situations dramatiques. La sécurisation du parcours est nécessaire. Les gens sont ici, il faut les aider, s'occuper d'eux, les accueillir dignement, changer cette politique européenne qui est catastrophique et surtout, d'abord, trouver les solutions pour que ces gens ne quittent plus leur pays aussi. Alors Vincent Bru, vous l'entendez, trop de contrôle. Est-ce que vous pensez que l'État, que le gouvernement d'Emmanuel Macron a trop mis de moyens finalement de contrôle et qui provoque ces accidents tragiques ? Moi, je pense qu'il doit y avoir une politique migratoire, mais cette politique migratoire, elle doit être compensée par une aide aux pays d'origine, une aide directe aux pays d'origine en veillant bien entendu à la corruption qui peut exister dans ces États. Si ces jeunes partent de leur pays, en effet, c'est parce qu'ils en éprouvent un besoin vital. Et donc, il faut empêcher cette situation dans leur pays d'origine. Ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de pays d'origine, hein, Monsieur Brut. Il y a beaucoup de pays d'origine, mais c'est surtout les 3 pays du Maroc, Tunisie et Algérie, et puis l'Afrique noire. Mais sur les contrôles, est-ce que vous pensez qu'ils sont trop accentués et qu'ils provoquent ces accidents ? Sur les contrôles, je pense qu'il faut donner davantage de latitude aux préfets de département. On est trop dans une situation verticale, où l'on applique les directives sans trop regarder les conséquences que ça peut avoir. Moi, je regarde l'attitude des maires des communes concernées. Le maire d'Hendaye, par exemple, le président de la communauté d'agglomération, ou de l'autre côté, les maires des communes comme Irun, par exemple. Et ceux-ci sont en train de dire « Faites-nous confiance, on peut traiter cette question et on veut dialoguer avec vous. » Donc plus de paroles données et plus aux maires et faire confiance un petit peu aux élus locaux. Et au préfet qui doit être plus attentif. Donc en gros, vous voulez une politique qui soit adaptée à la situation du Pays Basque, une politique sur mesure presque. Je pense en effet, parce que je constate tous les jours que des personnes qui accompagnent ces migrants sont inquiétées, sont contrôlées d'une manière systématique. Il y a une pression, alors que le Conseil constitutionnel, en 2018, a parlé du principe de fraternité. Monsieur Jouvet, d'abord. Oui. Alors là, on parle de flux, on parle de 13 000 personnes en 2021, je crois, et c'est en constante augmentation. Donc la solution locale, elle se comprend, mais c'est forcément un sujet qui doit être traité au niveau européen. Aujourd'hui, l'accent doit être mis sur les politiques de coopération au niveau européen pour permettre... Là, on parle de la situation entre Irun et Hendaye, pour permettre que les migrants déjà soient pris en charge à la frontière espagnole, si c'est le cas, pour qu'effectivement, on n'ait pas à traiter ce sujet localement. Donc, il faut Alors, pris en charge comment exactement et par qui ? Et qui va payer ? Qui doit payer ? Qui doit payer ? C'est justement le principe de la coopération européenne sur ces sujets migratoires.
Monsieur Bach, vous avez une position un peu différente. Vous partez du principe que les fonctionnaires de la PAF ne sont pas suffisamment nombreux. Exactement. Là, aujourd'hui, j'ai rencontré le délégué départemental UNSA de la PAF, justement, Sébastien Boussineau, qui fait un constat plus qu'alarmant. Ils sont 11, je dis bien 11 fonctionnaires. Ça intéresse M. Dubois qui, lui, a travaillé à... Tout à fait. Donc là, il verra ce que disent ses collègues. 11 fonctionnaires pour prendre en charge la frontière de Dancharia à Hendaye. Non. 11. Non. Bah, écoutez, vous verrez avec votre collègue Sébastien Boussineau. Les conditions de travail pour eux, elles sont plus que frustrantes parce qu'ils arrivent dans la même journée à contrôler plusieurs fois le même migrant. Ils le ramènent à la frontière. Les collègues espagnols ne les relâchent en suivant ou alors ne s'en occupent même pas. Il leur dit de passer par le pont en bas à Hendaye. Ils sont complètement désarmés. Monsieur Dubois-Robin et ensuite Monsieur Dufault. Je rebondis sur les effectifs. 11 fonctionnaires pour toute cette frontière, c'est totalement faux. À la PAF, ils sont plus de 180 déjà. Non, sans compter pour s'occuper de la frontière. Mais du centre de détention. Ah oui, le centre de rétention, ça c'est autre chose. Là, vous parlez d'autre chose. 11 fonctionnaires pour ne s'occuper que de la ça, c'est le centre de rétention. Ça, c'est le centre de rétention, c'est autre chose. Sur la frontière même, physiquement, vous avez des renforts en masse qui sont arrivés. Vous avez des compagnies de CRS entières, de gendarmerie mobile et la militarisation de la frontière avec des militaires qui s'occupent de ça. Ils n'ont pas à s'occuper de ça. Ce sont que des renforts. C'est déjà énorme. On a encore deux débats à aborder. Monsieur Dufault, votre position sur la question. Alors ma position sur la question, c'est qu'on parle de moyens. Avec quels moyens on les accueille ? Eh bien, on enlève l'espèce de fornox policier qui est mis sur la frontière Hendaye. Nous, jusque sur les voies SNCF, on voit des voitures 24 heures sur 24 de policiers qui sont là pour traquer les migrants. On l'a dit. Qu'est-ce qui est fait quand ils sont attrapés ? On les ramène à Irun. Et à Irun, le lendemain, ils reviennent. Et aujourd'hui, les morts qui sont malheureusement à déplorer, c'est lié à la politique répressive de la France. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont vos solutions ? Eh bien, déjà, on sécurise le parcours. Moi, un corridor humanitaire. Et on retire ces contrôles aux frontières permanents. Attendez, les gens qui ont été écrasés par un train, ils sont passés par la voie ferrée parce qu'on leur barre le chemin de parcours. Un passeur les a fait passer par la voie ferrée. Il y a un trafic humain aussi. Mais parce qu'on ne les laisse pas passer ailleurs, d'accord ? Donc, il y a ce point-là. Aujourd'hui, on est en train d'assister à un drame humain. Les gens se noient, les gens sont tués sur la voie ferrée. On envoie sur le bord de l'autoroute parce qu'on les prend, on les ramène à la frontière. C'est pas une solution. Un corridor migratoire et plus de moyens pour aider ces gens. Et oui, et arrêter de les traquer comme on le fait aujourd'hui. Ça ne sert à rien. On les ramène à Irun, le lendemain ils sont là. Et ceux qui sont morts sur le chemin de fer avaient été reconduits à la frontière la veille. Très bien. Alors, un autre combat, c'est celui en faveur de la langue basque. Passer les examens en langue basque du brevet au baccalauréat, ce n'est toujours pas possible. L'ouverture de classes immersives a d'abord été interdite, puis autorisée par une loi votée en mai 2021, qui devait apporter une reconnaissance à cet enseignement, puis censurée par le Conseil constitutionnel, et une circulaire récente a rétabli l'immersif. Vincent Bru, vous qui siégez à l'Assemblée, de quoi a peur la République ? Non, la République n'a pas peur des langues régionales, mais c'est... On a un peu cette impression. Non, pas du tout, puisqu'on a consacré les langues régionales dans l'article 75.1 de la Constitution comme étant un patrimoine et un patrimoine de la République. Et qu'il y a des textes qui reconnaissent l'enseignement des langues régionales dans notre système éducatif, qu'il soit le système de l'État, le système confessionnel... Donc selon vous, Par contre, ce qui est regrettable, je le dis très clairement, c'est l'attitude de notre ministre de l'Intérieur qui a été extrêmement raide sur cette question. Il y a eu une proposition de loi de mon ami Paul Molac, et je siège d'ailleurs à sa commission sur les langues régionales, dont je suis vice-président. Nous avons eu le courage de présenter ce texte. Il a été voté à l'Assemblée nationale, malheureusement, et au Sénat. Il a malheureusement été censuré par le Conseil constitutionnel. Il faut donc... Des députés de la majorité présidentielle l'ont dénoncé devant le Conseil. Oui, mais c'est votre majorité. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes responsable de rien du tout, on a bien compris. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que notre langue se meurt. Le constat est le suivant. C'est que ce dossier a été pris en charge par Jean Castex et que ça aboutit à une circulaire... Donc, selon vous, l'État n'a fait assez pour les langues régionales ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il faut d'abord, à mon avis... réviser la Constitution ou profiter d'une prochaine révision de la Constitution pour régler ce problème de l'article 2. L'article 2 a été voulu par Alain Lamassoure. Le français, c'était pour protéger contre l'anglais. On va faire un tour de taille sur cette question importante. Monsieur Dubois-Robin, vous, votre parti est opposé au financement de structures privées avec de l'argent de l'État. Alors comment on fait pour apprendre le basque au Pays Basque ? Écoutez, déjà on a déjà du mal à financer nos écoles publiques en général, et l'école publique va très très mal en France. Donc c'est vrai que moi je suis
opposés au financement des écoles privées. Sur la question de l'immersif, effectivement, et de la loi Molac d'ailleurs, des députés de la France Insoumise ont voté contre, on en a qui ont voté pour d'ailleurs, entièrement, sur le texte entier. Nous, vous savez, on veut fonctionner et passer à la 6e République, et donc réviser la Constitution. Donc ce sera une question à soumettre à la sagesse de l'Assemblée nationale. Voilà, tout à fait. Monsieur Bach. Moi, je reste ouvert au débat. Je vais être très pragmatique. J'ai eu la chance, à l'école de la République, justement, de pouvoir apprendre plusieurs langues. Je parle 3 langues plus le français, mais je ne parle pas l'euskara. Et ce qui vient dommage, c'est qu'on peut apprendre à l'école l'anglais et l'espagnol, et ici, dans nos collèges ou dans nos lycées, on ne peut pas apprendre l'euskara. Il n'y a rien de plus simple que de proposer aujourd'hui dans tous nos collèges et lycées de chaque territoire, que ce soit par exemple en Bretagne ou en Corse ou chez nous, enfin au Pays Basque, de pouvoir apprendre. Ça permettrait en plus de créer des emplois pour garder nos enfants qui ont fait des études pour enseigner le basque. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas que l'État fasse encore une telle différence de traitement entre les langues. Philippe Jouvet, quelle place... comme ça s'est fait. J'ai été en classe bilingue. Oui, mais elles sont pas... Quelle place doit avoir la langue basque après Monsieur Dufault? Alors moi je considère que les gens qui parlent plusieurs langues sont des gens qui ont une richesse et sont plus libres. Le polyglotte est un homme libre. Donc évidemment je suis pour l'apprentissage de toutes les langues, y compris du basque. Sur les blocages législatifs et constitutionnels dont on a parlé... C'est important, ouais. C'est ça. Je pense que la circulaire dont vous avez parlé embraye une bonne situation. Il faut maintenant en tirer les leçons, alors soit avec une révision de la Constitution comme l'a proposé Vincent Bru, soit en rendant la loi peut-être constitutionnelle. S'il y a un blocage sur l'article 2 de la Constitution, il faut peut-être rédiger la loi d'une certaine façon à ce qu'elle ne soit pas censurée. Ça peut être aussi le travail du législateur, à voir sur le travail sur ce sujet. Mais... Monsieur Dufault, vous êtes forcément en faveur de cet apprentissage. Je suis le seul locuteur basque, je pense, de l'Assemblée ici. Clairement, oui, on n'est pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé sur ces 5 dernières années. Non seulement on n'a pas avancé, mais surtout on a beaucoup reculé. Nos enfants sont en train de passer le brevet en ce moment et des copies ne seront pas corrigées parce qu'elles seront rédigées en basque alors qu'avant elles l'étaient. C'est pareil pour le bac et on ne respecte ni la loi de la République, puisque c'est prévu que les examens puissent se passer au moins partiellement en langue régionale, c'est écrit dans les textes, et la charte qui a été signée à 3 mains concernant les examens en basque et l'immersif n'est pas respectée, puisque la charte prévoit qu'une partie des examens à minima puisse se passer en langue régionale, et donc ici, en l'occurrence en basque, et aujourd'hui, ils ne le respectent pas. Donc il faut faire respecter en priorité. Mais déjà, c'est la moindre des choses, et il faut rendre la langue basque, l'euskera, co-officielle ici au Pays Basque. Alors, vous n'êtes pas d'accord du tout avec ça? Non, rendre la langue co-officielle au Pays Basque, là, on va trop loin selon vous? Si on fait ça, on va trop loin. C'est la langue de la République, pour le coup, c'est l'article 2, et je pense qu'il faut rester là-dessus, sur tout le territoire français. Oui, ce n'est pas possible, mais ce dont parle Peyo, c'est pas la charte, c'est la convention tripartite. Elle se termine en 2022. Je crois que le rôle du prochain député, c'est précisément de regarder avec beaucoup d'attention et de participer aux travaux préparatoires pour que cette convention, elle est signée par l'État, mais elle se termine en 2022. Oui, il est temps de se mettre au travail pour essayer de la faire beaucoup plus claire. Vous devriez la faire appliquer, vous devriez peser de tout votre poids. Aujourd'hui, ma fille passe le brevet, sa copie ne sera pas corrigée parce qu'elle est rédigée en basque. Je le sais, j'ai eu un entretien assez long avec CHK, au siège de CHK qui se trouve à Cambo, et je suis intervenu auprès de la rectrice pour cela, mais malheureusement, il n'y avait pas de gouvernement. 20 secondes pour clôturer cette émission. Vraiment 20 secondes d'un tour de table chacun. Monsieur Bach, 20 secondes. J'aurais aimé parler quand même de l'inclusion aussi. Très bien. Conférant un véritable statut aux aidants familiaux, s'occupant d'enfants handicapés ou de personnes âgées dépendantes. Ça permettrait quand même un maintien à domicile, mais également, sans oublier d'augmenter les plafonds des ressources des classes moyennes dont on ne parle jamais. Très bien. Monsieur Dubois, un mot pour terminer. Oui, ça va être difficile en un mot quand même, parce que je trouve dommage que dans ces débats, on ne parle pas de social. Notamment, nous, à la France Insoumise, on souhaite augmenter les salaires, le SMIC à 1 500 €, augmenter le pouvoir d'achat des Français. Priorité sur le social pour vous? Bien évidemment, c'est une priorité des Français. Monsieur Bru. Priorité sur le pouvoir d'achat. Il y a 2 projets de loi qui ont été adoptés par le Conseil des ministres. Il faudra les voter très rapidement au mois de juillet. Et puis l'agriculture. Je suis l'auteur d'une proposition de loi sur le foncier agricole et je souhaite pouvoir faire en sorte que ce soit Monsieur Dufault, 10 secondes. Oui, 10 secondes. On a
passé 5 ans avec un représentant de la Macronie au Pays Basque. Aujourd'hui, nous, on est là, candidat avec Ehatxebai pour représenter le Pays Basque à Paris, ce qui n'a malheureusement pas été le cas ces 5 dernières années. Monsieur Jouvet. Priorité à l'environnement, parce que personne n'en a parlé, alors que c'est un sujet absolument majeur. Et moi, je défends donc protection de l'océan et circuit court sur ce sujet dans mes 4 propositions. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci aux équipes techniques de France 3 Aquitaine. C'est la fin de cette émission. Merci donc à nos invités. Merci. Rendez-vous pour les soirées électorales les 12 et 19 juin prochains. Très belle soirée sur la 3. Merci à tous.